Bonjour tout le monde, mon nom est Karine Ohayon. Bienvenue à cette conférence CREGES. Je suis co-coordinatrice en transfert de connaissances au CREGES. Je suis accompagnée de ma collègue et co-coordinatrice TC, Molly Bauer. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième conférence de la série Personnes âgées marginalisées au Québec, mieux comprendre pour mieux agir. Cette série de conférences porte sur les enjeux de coordination et de gouvernance des services en mettant en lumière certains angles morts du système. Elle vise également à présenter les résultats et les enseignements de l'action concertée FRQSC, les actions gouvernementales au Québec, impact sur des personnes aînées marginalisées ou vivant des dynamiques d'exclusion sociale, menées par Patrick Marié, directeur scientifique du CREGES, et notre présentatrice d'aujourd'hui, Megan Joy, chercheur membre au CREGES. Nous sommes ravis d'accueillir professeur Joy, qui est aussi professeur agréé au département de sciences politiques de l'Université Concordia. Ses recherches explorent les politiques du vieillissement, les politiques progressistes dans les villes et l'économie sociopolitique du secteur communautaire. Bienvenue, professeur Joy, et merci d'être parmi nous. Au fil des webinaires de la série, des outils concrets et des pistes d'action seront proposés afin de soutenir les pratiques d'intervention auprès de ces populations et d'améliorer l'adéquation des services à leur réalité. Lors de cette conférence, professeur Joy examinera les enjeux de coordination et de gouvernance qui influencent l'accès aux ressources pour les 6 groupes de personnes aînées marginalisées étudiés. Elle mettra en lumière les défis communs qui traversent ces réalités diverses, ainsi que les solutions transversales visant à améliorer les pratiques, orienter les politiques publiques et favoriser de meilleures conditions de vie pour ces populations. Avant de poursuivre et laisser la place à professeur Joy, juste un petit rappel, on aura une période de questions après la présentation, mais si vous en avez en cours de route et vous ne voulez pas les oublier, vous pouvez les écrire directement dans la section Q&R ou Q&A de votre barre en dessous de votre écran et nous les poserons au début de la période de questions qui sera bilingue. Alors si vous avez if you have questions in English, don't hesitate to write them in English. I'll translate them if needed. L'attestation et le matériel de post-conférence, incluant l'enregistrement du webinaire, les ressources additionnelles, vous seront envoyés par courriel 7 jours après la dernière conférence de la série qui aura lieu le 15 avril prochain. Sur ce, je laisse la place à notre présentatrice d'aujourd'hui, à professeur Joy, et bonne écoute. Excellent. Bonjour. Merci Karine pour cette introduction et pour l'organisation de ce webinaire. C'est merveilleux d'être ici avec vous tous aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran juste une minute. Bon, ça fonctionne, je pense. Je vais juste... Excellent. OK. Alors, le titre de cette présentation est Coordination et gouvernance, les angles morts du système. Et nous parlons ici du système plus vaste de santé et de services sociaux. Je tiens à mentionner que le contenu de cette présentation a été co-élaboré avec Patrick Marié, le directeur scientifique du CREGES, et Sandra Smil, la coordinatrice du domaine d'expertise vieillissement inclusif, diversité, santé et bien-être du CREGES. Sandra a fait une présentation pour nous la semaine dernière sur les enjeux des personnes âgées LGBT. Et aussi, juste une immense merci à Sandra qui a contribué à la coordination de ce grand projet. Alors, la présentation que je fais aujourd'hui et les deux autres webinaires de la semaine dernière et la semaine prochaine fait partie d'un grand projet de recherche intitulé Les actions gouvernementales au Québec à impact sur les personnes âgées marginalisées ou vivant des dynamiques d'exclusion sociale. Et c'est l'un des projets financés dans le cadre de l'action concertée sur les personnes vivant des dynamiques de marginalisation et d'exclusion sociale qui a été proposé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et le Fonds de recherche du Québec. Alors, merci à ces ministères. Le projet examine la façon dont les actions gouvernementales ont une incidence primordiale sur l'exclusion sociale des personnes âgées marginalisées, soit en aggravant leur marginalisation, soit en contribuant à la réduire.
Le projet est dirigé par moi-même et Patrick Marier et implique 12 chercheurs-chercheuses provenant de 5 universités québécoises. De nombreux membres dont les chercheurs du CREGES. Le projet se réalisera aussi de concert avec les partenaires expérimentés ancrés dans le terrain et possédant une connaissance approfondie des réalités et des besoins en service des personnes âgées marginalisées ciblées dans le projet. Bernadette Dallaire et Diane Harvey feront une présentation la semaine prochaine sur les personnes âgées vivant avec un trouble mental grave. Alors, en résumé, dans le contexte de ce projet, nous savons que, en vieillissant, nous nous souvent besoin de faire appel à un ensemble de services de santé et de services sociaux pour soutenir notre désir de vivre dans un endroit où nous nous sentons chez nous, de maintenir notre autonomie et de mener une vie de santé et de bien-être telle que nous la définissons. Avec le vieillissement de la population, la couverture et générosité des programmes, infrastructures et services pour répondre aux besoins des personnes âgées sont vraiment au cœur des préoccupations publiques. Et, en réponse à cela, Québec et les municipalités sont reconnus en matière de politique dans le domaine du vieillir chez soi, comme un Québec pour tous les âges et la fierté de vieillir, et aussi des politiques municipales comme les municipalités amies des aînés. Nous savons aussi que la capacité de trouver et d'accéder aux services dépend, numéro 1, sur la situation de la personne âgée et numéro 2, sur les caractéristiques du système de services. Ce n'est pas une simple relation entre l'offre et la demande. Et c'est cette relation qui nous intéresse dans ce projet, parce que nous savons que les personnes âgées et les systèmes de services sont hétérogènes. Et qu'un système de services qui ne tient pas compte des inégalités préexistantes peut créer plus d'exclusion sociale pour les personnes âgées déjà marginalisées. Par exemple, un programme d'austérité qui privatise ou marchandise les services pour les personnes âgées peut exclure davantage les personnes âgées aux revenus limités. On en a parlé beaucoup au colloque sur l'austérité en 2017. Peut-être que certains d'entre vous étaient présents à ce colloque. Pour clarifier les termes, d'abord, c'est quoi la marginalisation? Nous reconnaissons le fait qu'il n'y a pas une seule définition de la marginalisation. Ce concept et d'autres concepts apparentés dans la vulnérabilité et la précarité sont toujours sujets des débats académiques, publics, politiques. Cela étant constaté, il faut préciser comment la marginalisation est conceptualisée dans le cadre de notre présentation et dans notre projet. Donc, pour nous, la marginalisation est multiple, comme le décrit cette citation. Elle ne se résume pas à une seule chose ni à un seul statut. Elle peut inclure soit l'absence de ressources économiques, la manque de connaissances, de droits et de capacités politiques, de reconnaissance et de pouvoir. Tous ces absences et manquements sont les indicateurs de la marginalisation. Et finalement, il est très important de dire et de comprendre que plusieurs groupes de personnes vivent des intersections de marginalisation, dont les personnes âgées incluses dans notre projet. Nous les appelons les personnes âgées marginalisées sans ignorer le fait que, en général, les personnes âgées sont marginalisées dans notre société où il y a beaucoup d'agisme. Pour comprendre et répondre au processus de marginalisation, il faut explorer les facteurs qui créent, définissent, maintiennent et renforcent la marginalisation. Notre conceptualisation de la marginalisation, donc, prend ses assises sur les travaux concernant l'exclusion sociale de Billette et Lavoie de 2010, car il identifie l'exclusion sociale en tant qu'un processus de non-reconnaissance et privation de droits et de ressources au niveau politique, mais aussi dans d'autres sphères de la société,
comme les pratiques institutionnelles et administratives. Donc, la marginalisation n'est pas un état individuel, mais bien c'est le résultat de ces processus de non-reconnaissance et de privation. C'est très important. Les personnes se font marginaliser, elles ne le sont pas intrinsèquement. Biet et Lavoie identifient ces processus comme étant relationnels. Ils se réalisent à travers des rapports de force entre groupes, aux visions et aux intérêts divergentes. Certains groupes de personnes ont plus de reconnaissance, droits, ressources versus d'autres groupes de personnes, ce qui mène à des inéquités et donc la marginalisation. Et ces processus créent une mise à l'écart dans plusieurs dimensions de la vie en société, incluant des dimensions symboliques, identitaires, sociopolitiques, institutionnelles, économiques, les liens sociaux significatifs et aussi territoriaux. Ce que nous avons également trouvé très intéressant dans ce projet, et Patrick et moi, on est dans un département de Sciences Po, alors c'est vraiment intéressant pour nous. C'est vraiment que la littérature sur l'exclusion sociale et les personnes âgées s'est rarement enracinée dans l'analyse des politiques et de l'administration publique, malgré le fait que celles-ci peuvent provoquer l'exclusion sociale et aussi traiter l'exclusion sociale. En fait, nous avons mené une analyse de la portée ou un scoping review sur ce sujet précis, qui a été publié dans la revue The Gerontologist et vous pouvez y accéder via le site web du CREGES. Mais il y a beaucoup de lacunes dans la littérature sur ces enjeux. Et c'est quelque chose que la province du Québec sait. Et récemment, il y a eu une préoccupation de la part de la province pour mieux comprendre la réalité des personnes âgées à risque d'être marginalisées. Cela nous aide également à comprendre la raison pour laquelle ce projet a été financé. Alors, le cadre théorique de ce projet est lié vraiment à notre intérêt à étudier comment les actions gouvernementales, les politiques et les processus de l'administration publique peuvent créer et résoudre l'exclusion sociale pour les personnes âgées. Et il y a 4 dimensions dans notre cadre théorique. La première dimension est la construction sociale, les représentations sociales des populations âgées et du vieillissement dans les politiques. Alors, est-ce que c'est une construction positive, négative, neutre? Est-ce que le vieillissement est considéré comme un problème ou un fardeau ou une opportunité? Et si c'est une opportunité, pourquoi? Ou est-ce que c'est ignoré? Une autre question, la diversité des personnes âgées est-elle comprise et prise en compte? Est-ce que les politiques reconnaissent et cherchent à corriger les inégalités systémiques auxquelles ces populations font face? Alors, beaucoup de questions là. La deuxième dimension examine si les processus et pratiques administratifs dans le système de santé et des services sociaux prennent en compte des identités et des besoins différents ou non des personnes âgées hétérogènes. Alors, beaucoup de questions ici. Est-ce que les services sont traduits? L'accès à la technologie est-il nécessaire pour accéder au système? La famille choisie est-elle acceptée? Il y a beaucoup d'autres questions. La troisième dimension est une considération de la contexte fédéraliste d'intergouvernementalisme complexe. Alors, la réalité est que le vieillissement touche un ensemble de politiques interdépendantes. La santé, la retraite, l'emploi, le logement, l'immigration, le transport, l'urbanisme, les services socioculturels, les bibliothèques, les loisirs, etc. Ces politiques impliquent plusieurs organisations publiques à différents niveaux de gouvernement. Le succès d'un programme public dépend généralement, au moins en partie, d'autres programmes, et les politiques devraient être complémentaires et coordonnées. Ce qui n'est pas toujours le cas à un niveau de gouvernement et encore moins
entre différents paliers de gouvernement, entre différents niveaux. Ça devient de plus en plus complexe. Et c'est précisément pourquoi nous voyons apparaître les politiques vieillir chez soi et MADA, qui tentent d'harmoniser et de coordonner les actions des différents ministères et services. On observe certains efforts pour harmoniser la province et les municipalités dans le cadre de les politiques provinciales comme un Québec pour tous les âges et la fierté de vieillir. Mais l'efficacité de cette coordination demeure un sujet de recherche. Et c'est ça qui nous intéresse. Et finalement, la dernière dimension est le modèle de protection sociale mixte. Il n'y a pas et il n'a jamais eu un monopole d'État sur les services de protection sociale. Les organismes communautaires à but non lucratif, les OBNL, les entreprises de l'économie sociale et le secteur privé sont essentiels dans la prestation de nombreux services aux personnes âgées. Au Québec, il y a une forte segmentation entre soins de santé et soins sociaux. Pour les personnes âgées plus marginalisées, les municipalités et les OBNL offrent principalement les services et des soins de nature plus sociale et infrastructurelle, socioculturelle, loisirs, et, en théorie, facilitent la transition vers les services plus cliniques ou médicaux offerts par le réseau de la santé et les services sociaux. Alors, beaucoup de questions ici. Les services sociaux sont-ils correctement financés? Les services sont-ils durables? Les travailleurs communautaires sont-ils soutenus? Le secteur social est-il lié au secteur de la santé et comment sont-ils coordonnés? Par conséquent, dans le contexte d'un système de santé et de services sociaux caractérisé par un complexe modèle de protection sociale mixte, les prestataires de services sont multiples. Il y a le ministère de la Santé, les services sociaux, le MSSS, et le réseau de la santé et les services sociaux, le RSSS. Il y a tous les autres ministères, comme les ministères qui ont financé ce projet. Et oui, les ministères, mais tous les différents départements qui ont besoin de coordonner. Il y a aussi le gouvernement fédéral. Il y a aussi les municipalités. Et il y a les municipalités ici, il y a les MRC, les gouvernements régionaux, les arrondissements peut-être aussi. Alors, beaucoup de différentes organisations, les entreprises privées, les entreprises d'économie sociale et OBNL. Et dans ce contexte, les enjeux de coordination entre ces acteurs et secteurs deviennent déterminants en termes d'accès aux services et soutien dont les personnes âgées ont besoin. Alors, c'est quoi la coordination? La coordination consiste à harmoniser les tâches et les actions pour atteindre un objectif ou, à tout le moins, à améliorer la cohérence des politiques publiques. Il est important de ne pas confondre intégration et coordination. Intégration implique une vision partagée de l'avenir qui rassemble divers objectifs politiques. Ce n'est pas réaliste dans un système de services sociaux mixtes, car il exige, outre une vision partagée fondée sur des objectifs similaires, mais une fusion des pratiques organisationnelles. Compte tenu des différentes valeurs entre les approches médicalisées et sociales du vieillissement, les nombreux ministères et services impliqués, de la nécessité de l'intervention des trois paliers de gouvernement et les secteurs très différents qui participent à la prestation de services de santé et de services sociaux, intégration, c'est pas réaliste. Alors, on parle ici de la coordination. Sur le terrain, les populations âgées et leurs proches peuvent vivre des défis de coordination similaires. Alors, on voit les choses comme l'accès difficile aux allocations et programmes publics, les financements précaires ou limités des programmes disponibles pour les appuyer, une fragmentation des services et inégalités géographiques, et aussi les représentations négatives, comme les constructions sociales négatives de le vieillissement, mais aussi de leurs autres identités et comment ils intersectent. Alors, avec tout ça en tête, et je sais, c'est beaucoup, le projet vise
a identifié les barrières administratives et les enjeux de coordination auxquels font face 6 populations âgées marginalisées, ainsi qu'à fournir des pistes concrètes de solutions pour y remédier. Une portion du projet vise aussi à documenter les conséquences des obstacles sur les personnes âgées. Alors, permettez-moi maintenant de présenter brièvement nos groupes PAM. Alors, PAM numéro 1, c'est les personnes âgées immigrantes. PAM numéro 2, c'est les personnes âgées vivant avec un trouble mental grave. PAM numéro 3, c'est les personnes âgées en situation d'itinérance ou qui ont vécu un épisode d'itinérance. PAM numéro 4, c'est les personnes âgées judiciarisées. PAM numéro 5, les personnes âgées LGBT. Et PAM numéro 6, les personnes âgées vivant dans des milieux ruraux éloignés et vivant des formes de précarisation socio-économique. Alors, on a les définitions un peu plus détaillées de chaque groupe PAM, mais je ne vais pas les décrire en détail maintenant, mais je peux surtout répondre aux questions. Pour notre méthodologie, le projet a été mené sur 3 territoires du Québec: la Gaspésie, la région de Montréal et la région du Québec. Nous n'avons pas effectué de comparaison entre les 3 sites, mais leur diversité nous a permis de commencer à comprendre l'importance de certaines caractéristiques contextuelles et territoriales significatives. L'équipe du projet a mené des entretiens et les groupes de discussion auprès de 5 groupes pour un total de 134 personnes qui ont participé dans ce projet. Les 5 groupes incluent nos 6 groupes PAM, les intervenants et gestionnaires du secteur public, du RSSS et du secteur communautaire, les personnes qui travaillent dans les OBNL, les élus, les experts de la fonction publique, et aussi les participants d'une instance de concertation. Ici, on inclut comme les experts académiques, par exemple. Alors, pour tout le projet, nous avons entrepris une analyse thématique et pour cette présentation, une analyse transversale des données qui documente des enjeux d'accès vécus par les 6 PAM qui sont similaires. Les 2 questions directrices sont, numéro 1, quels sont les problèmes communs d'accès aux services rencontrés par les PAM qui résultent des problèmes de coordination? Numéro 2, comment les actions gouvernementales peuvent, elles, relever ces défis de coordination pour améliorer l'accès aux services pour les PAM? Alors, pour nos résultats. Pour question numéro 1, encore, quels sont les problèmes communs d'accès aux services rencontrés par les PAM qui résultent des problèmes de coordination? On a trouvé, on a constaté des barrières de communication considérables dans le système. Il y avait des difficultés à trouver et à comprendre les formulaires. Les formulaires, c'était un grand thème dans ce projet. Alors, la difficulté à trouver et comprendre les formulaires et les informations sur les services publics et communautaires, notamment dans un contexte où la plupart de ces informations ne sont disponibles qu'en ligne. Alors, premièrement, l'hypothèse que tout le monde a accès à la technologie est problématique pour les PAM. Deuxièmement, les systèmes d'information sont complexes et reposent sur les plateformes différentes au sein du réseau. Alors, on a besoin de comprendre comme 10 différentes plateformes informationnelles. C'est beaucoup, c'est très complexe. Troisièmement, le langage utilisé dans les formulaires et sur les sites web peut être excessivement technocratique. Ensuite, en ce qui concerne la langue, l'alphabétisation est présumée et c'était un grand thème pour beaucoup de nos PAM, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre étude. Et souvent, les informations ne sont disponibles qu'en français, en particulièrement les renseignements sur les services de santé et des services sociaux provinciaux. Ceux qui risquent d'isoler et marginaliser davantage
les personnes âgées appartenant à des communautés linguistiques en situation minoritaire au Québec. Alors, les stratégies de communication inadéquates peuvent rendre les PAM dépendantes de leur proche aidante, mais ce soutien n'est pas toujours une option viable pour les PAM en raison de divers facteurs tels que le décès des proches, les ruptures et les éloignements familiaux et de familles qui vivent loin, dans une autre ville ou dans un autre pays. Dans ces cas-là, ces personnes âgées peuvent devenir plus exclues et marginalisées. Et il revient souvent aux intervenants et aux travailleurs communautaires de combler les lacunes en matière de communication. Mais ils n'ont pas peut-être les compétences professionnelles nécessaires pour vraiment comprendre l'information. Par exemple, un criminologue qui essaie d'aider un PAM judiciarisé avec une formulaire médicale, c'est pas toujours facile. Aussi, pour question numéro 1, les barrières territoriales à l'accès aux services constituaient un problème considérable pour les PAM. L'accès aux services de santé et aux services sociaux, ainsi qu'aux groupes communautaires, au secteur communautaire, secteur OBNL, situés en dehors des grandes villes, notamment dans les banlieues proches des grandes villes, dans les zones plus rurales à l'intérieur des grandes villes, on peut penser à la ville du Québec pour ça, et dans les zones régionales ou éloignées, constituaient un problème considérable qui crée les inégalités territoriales pour les PAM. Bien que les barrières territoriales posent problème pour les PAM vivant en zone métropolitaine, en termes de déplacements difficiles, d'obstacles à la mobilité et de désinvestissement dans les transports, par exemple, le manque de services de santé et de services sociaux en général et de services plus spécialisés dans les zones régionales impliquait un possible déménagement permanent pour certaines PAM ou peut-être l'impossibilité de retourner chez eux aux régions pour certaines PAM judiciarisées. Ou bien la personne ne sollicite pas les soins dont elles ont besoin. Alors, cela vraiment remet en question le concept du vieillissement chez soi en santé et en sécurité. La pénurie de main-d'œuvre et les longues distances à parcourir pour une intervention en raison de l'immensité géographique des zones régionales rend l'accès aux services très difficile pour les PAM et pour les fournisseurs de services. Les fournisseurs de services dans les zones régionales doivent souvent maintenir des ententes de coordination avec des services dans d'autres territoires, comme d'autres municipalités, et peut-être même d'autres provinces, comme le Nouveau-Brunswick en Gaspésie. Ce qui est très compliqué en raison de différentes priorités politiques, c'est les différents gouvernements. Alors, ils ont les politiques différentes, les différents systèmes d'information, les différentes plateformes, et aussi avec une rotation du personnel. Peut-être notre personnel du Point est disparu. Alors les connexions sont disparues. Nos entretiens et groupes de discussion avec les décideurs politiques et les prestataires du service ont aussi mis en évidence que les politiques relatives au vieillissement de la population plus générale ne tiennent pas toujours compte du contexte territorial, notamment des contextes et conditions régionaux où les organisations à but non lucratif sont moins nombreuses, les marchés sont plus petits et les zones géographiques plus vastes. Nous avons certainement constaté que la solidarité familiale et communautaire est particulièrement forte dans les zones régionales, mais cela peut rendre encore les PAM dépendantes de leurs proches, s'ils en ont. Sinon, cela peut créer encore plus d'exclusion et encore beaucoup plus de travail pour les proches et pour le secteur communautaire et les intervenants. Encore pour question numéro 1. Les données ont mis en évidence plusieurs barrières ethnoculturelles et sociales qui entravent l'accès aux services de santé et aux services sociaux pour les PAM. On en a parlé un peu la semaine dernière dans la présentation sur les personnes âgées LGBTQ.
Dans le domaine de la santé en particulier, il semblerait qu'il reste une formation insuffisante sur les interventions informées par les besoins des PAM. Il ne s'agit pas seulement de fournir de l'information, mais aussi de vraiment comprendre les expériences et les besoins uniques des PAM. Par exemple, celles qui ont pu vivre des expériences traumatisantes dans les institutions, qui n'ont pas su reconnaître leur dignité et leur humanité, ou qui n'ont pas vraiment eu de l'expérience du système de santé et qui ne parlent pas français, par exemple. Nous voyons également un manque de services qui semble être informé par une connaissance des oppressions systémiques et leurs manifestations internes et externes, comme le racisme, la xénophobie, le classisme, l'homophobie et les transphobies. Nous avons constaté des cas où les PAM eux-mêmes se retrouvaient dans la position de devoir former le médecin qui était mal informé ou non informé sur leurs besoins. Il y avait aussi un manque de reconnaissance du rôle important des proches aidants, des fois, comme la famille pour traduire, et la famille, par exemple, qui n'ont pas l'accès à la même information. Encore, on a parlé un peu de ça la semaine dernière dans la présentation de la webinaire. Alors, si elles ne sont pas en sécurité dans les environnements médicaux, les PAM risquent de ne pas solliciter aux consultations médicales auxquelles elles ont besoin et auxquelles elles ont le droit. Cela exige que les travailleurs consacrent du temps et de l'énergie à mieux comprendre leurs préjugés internes et les oppressions externes auxquelles sont confrontés les PAM, mais les lacunes de coordination que nous constatons dans ce domaine sont vraiment liées à la pénurie de main-d'œuvre et de contraintes de temps auxquelles le personnel sont soumis ou est soumis. Alors, c'est vraiment un enjeu systémique ici. Et finalement, pour question numéro 1, de nombreux obstacles à l'accès pour les groupes PAM dans l'étude sont liés à l'intersection de leurs identités dans un système de services sociaux administrativement hiérarchisé, cloisonnier et sous-financé. Nous avons trouvé peu de services et programmes spécifiques pour les PAM dans leurs intersections identitaires, comme par exemple pour les immigrants vieillissants ou pour les personnes âgées sans abri. Ici, certains participants ont exprimé le sentiment de ne pas être considérés comme les personnes à part entière. Les PAM sont confrontés à des défis sociaux et médicaux interdépendants, ce qui nécessite une collaboration entre les parties ayant des objectifs, les normes professionnelles et les philosophies d'action différentes et les ressources différentes aussi. Ils peuvent essayer de communiquer, mais il y a souvent des malentendus. Le partage d'informations entre les différentes organisations médicales, sociales, n'est pas toujours formalisé entre ces acteurs issus de différentes organisations et les règles régissant le fonctionnement de l'accès aux services ne sont pas toujours harmonisées. Les services de base ou les services plus généraux dans les grandes institutions et dans la communauté sont rarement adaptés aux besoins spécifiques et complexes des PAM. Certains aspects de l'identité et de l'expérience des PAM, comme le fait de ne pas avoir une adresse permanente ou ne pas posséder le statut de citoyenneté ou avoir un casier judiciaire, peuvent limiter l'accès aux services de santé et aux services sociaux, affecter l'admissibilité aux programmes communautaires et nuire au sentiment d'appartenance et de sécurité. Certaines pratiques, mesures et normes dans le domaine de la santé et des services sociaux visant à améliorer l'efficacité peuvent également présenter les difficultés pour les PAM, qui nécessitent souvent les interventions plus longues et plus adaptées, et car leurs besoins en matière de santé et de services sociaux sont plus complexes. Il existe ici un risque que les PAM soient perçus comme les cas complexes pouvant être transmis à quelqu'un d'autre. Alors, ils sont un peu comme passés à d'autres organisations. Il y a un risque pour ça aussi.
Le contexte de responsabilité gouvernementale mixte des questions politiques qui concernent les PAM est aussi problématique car on ne sait pas clairement quel niveau de gouvernement est responsable de quoi, beaucoup de fois. Il semble qu'ils ne se parlent pas, ils fonctionnent de manière verticale, isolée, et aussi les politiques changent, les priorités changent. On peut le constater, par exemple, dans le domaine de la construction d'un complexe de logements sociaux pour un groupe PAM où on a besoin de beaucoup de différents paliers du gouvernement, d'organisations du gouvernement, et on voit, ils n'ont pas à l'aise à ça, ils ne se parlent pas. Finalement, les services pour les PAM offerts par de nombreux organismes communautaires qui ont les modes de fonctionnement et des fois les idéologies très différentes. Ils sont aussi fragmentés à travers les territoires et ils sont souvent sous-financés et financièrement précaires. Donc, les programmes sont précaires, le personnel sont précaires et on a beaucoup de roulement de personnel. On a parlé un peu la semaine dernière du financement par projet où on a constamment besoin d'innover des différents projets et ce n'est pas durable durant la long terme. Et cela peut engendrer de la concurrence et un manque de collaboration au sein du secteur. Nous avons également constaté que dans ses relations avec le gouvernement, le secteur communautaire peut se sentir instrumentalisé, toujours tenu à répondre aux besoins du gouvernement, de combler les lacunes des services publics, mais rarement considéré comme partenaire à part entière. Alors, pour répondre à notre deuxième question, comment les actions gouvernementales peuvent-elles relever ces défis de coordination pour améliorer l'accès aux services pour les PAM? Nous aborderons d'abord le niveau de l'intervention de service. Il est clair en premier lieu que nous avons besoin du personnel bien formé et informé dans les réseaux publics qui a l'opportunité de contribuer à la coordination des services pour les PAM. Cela nécessite la stabilisation du personnel, ce qui implique un financement adéquat. Cela nécessite également la mise en place des formations obligatoires sur les réalités vécues par les PAM et plus largement sur l'oppression systémique et la manière dont elle se manifeste par les préjugés internes, des microagressions, ainsi que socialement au sein des institutions et des politiques. Le personnel devrait avoir un accès facile et être en mesure de fournir les informations sur les ressources disponibles pour les PAM dans le secteur public et dans la communautaire. Et on a besoin de probablement penser où il est nécessaire de consacrer du personnel à devenir les intervenants pivots qui jouent un rôle d'accompagnateur pour aider les personnes à naviguer dans la complexité du système. C'est pas réaliste que le secteur communautaire font ça. Enfin, les stratégies de communication devraient être élaborées en partenariat avec les PAM et les organismes communautaires, les OBNL, qui sont accessibles à différentes langues, capacités et ressources. Et aussi pour répondre à la question numéro 2, au niveau de solutions plus structurelles, il est nécessaire de s'adapter des programmes et des services afin de mieux cibler les besoins spécifiques des PAM. Cela comprend la mise en œuvre d'une approche proactive, flexible et de proximité, ancrée dans la réalité et des besoins des PAM. Mais ici, il est crucial que les organismes communautaires, le secteur communautaire, les OBNL et les municipalités soient reconnus et soutenus. Et cela nécessite un financement récurrent pour les missions et programmes des OBNL et un financement régulier et plus conséquent pour les programmes MADA. Et peut-être envisager de consacrer une partie des taxes de vente et des impôts sur le revenu aux municipalités. Si on veut les municipalités de donner de plus en plus de services sociaux, ils ont besoin des revenus redistributifs. Ils ne l'ont pas maintenant.
On a besoin aussi d'appuyer et accroître le travail de coordination qui font le secteur communautaire. Et on a besoin de respecter leur autonomie ainsi que la réserve pour eux d'un rôle de leadership. On a besoin de respecter comme vraiment leur expertise. On dit en anglais qu'ils sont souvent, le secteur communautaire est souvent traité comme un junior partner. Toutes les politiques relatives au vieillissement de la population doivent proposer les initiatives pérennes, intégrant l'équité dès le début et disposent d'une structure organisationnelle qui comprend l'attribution des responsabilités spécifiques à l'égard de la coordination. Cela doit impliquer les parties prenantes provinciales et municipales intersectorielles, du RSSS, des organismes communautaires, des PAM, des proches aidants, pour co-construire les priorités des interventions auprès des différents groupes de PAM. Il est important de noter qu'il s'agit de solutions ou recommandations plus générales et que nous avons des solutions plus spécifiques pour chaque groupe PAM. Vous pouvez les trouver dans les fiches créées pour chaque PAM sur le site web du CREGES. Alors, en conclusion, les PAM vivent de nombreux obstacles pour accéder aux services dont elles ont besoin et qu'ils ont le droit d'accéder. Et cela aggrave leur exclusion sociale et leur marginalisation. Plusieurs facteurs y contribuent. Les obstacles administratifs. On a beaucoup de bons programmes, de beaux programmes, mais ils ne sont pas toujours coordonnés et on ne pense pas toujours à l'administration des programmes. Alors, comme j'ai déjà dit, beaucoup d'obstacles administratifs. Un manque de financement adéquat pour les divers organismes de soutien et de services desservant les PAM. Un manque de coordination entre ceux-ci et les entités gouvernementales. Le secteur communautaire et les municipalités se font déléguer la responsabilité de combler les lacunes dans les services pour les PAM, mais ils n'ont pas la capacité d'y répondre. Le réseau public québécois n'est pas en mesure d'y répondre non plus. Alors, une réorientation des services est nécessaire afin d'adopter une approche proactive. La mise en œuvre de la coordination des services et du soutien aux PAM doit être soutenue et celle-ci doit être financée adéquatement et respecter l'autonomie et l'expertise des organismes communautaires et des municipalités comme les vrais partenaires. Alors, merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour cette présentation et pour l'intérêt que vous portez au projet. Comme je l'ai mentionné précédemment, un site web dédié au projet est disponible sur le site web CREGES. Vous y trouverez des fiches sur chaque PAM là et je pense que cette présentation vous serait envoyée aussi. Nous venons également de recevoir la confirmation qu'un manuscrit sur le projet sera publié cet automne avec le PUC. Alors, restez à l'écoute pour ça.